Merci à vous de m'avoir accueilli depuis hier soir. Je salue bien évidemment le maire d'Annonay, Olivier Dussopt, qui est aussi rapporteur, qui a été rapporteur de la première loi, qui sera rapporteur de la seconde loi. Donc si jamais ça ne va pas, vous pouvez le prendre en otage plutôt que moi. Je salue son premier vice-président, cher Pierre Jallier, qui nous a permis d'avoir des visions transpartisanes d'un sujet éminemment important qui sont les territoires de France. Bien sûr, le président d'honneur peint hier soir, et peut-être qu'il va m'offrir d'ailleurs le tableau parce qu'il ne sait pas où le mettre, il a peur d'être accusé d'égocentrisme. Merci beaucoup, cher Martin Malvy, d'être là comme président d'honneur, comme aussi très impliqué à l'ARF, au cœur de la présidence des régions de France, d'être très impliqué aussi sur les finances locales, puisque c'est le rapport Malvy-Lambert qui devient une sorte de bible à la fois pour le gouvernement, les parlementaires et les élus. Et je te remercie de tout ce que tu fais, que tu vas continuer à faire. Ce n'est pas parce que tu quittes cette présidence-là qu'il faut te libérer du temps dans l'agenda. On te retrouvera bien sûr du travail, en particulier sur les péréquations, parce que je crois que l'avancée que tu as faite est remarquable. Je salue à travers vous, les maires, les élus des petites villes de France. J'ai eu le privilège d'être le maire d'une petite ville de France. Alors c'est dommage, Paimpol, mais je salue les Paimpolais, parce que c'est Morlaix, donc vous auriez dû venir à Morlaix, c'était quand même... Mais bon, ce sera pour une autre fois. J'espère que Morlaix paye sa cotisation, on vérifiera tout à l'heure. Nous sommes ici à Annonay. Annonay est un lieu remarquable. Remarquable parce que c'est bien sûr la ville d'Olivier Dussopt. Je fais toujours attention à mon reporter, moi. Mais aussi parce que la mutualisation des services y est depuis souvent un sujet largement discuté. Je l'ai vu avec les organisations syndicales que j'ai reçues ce matin. Annonay, c'est aussi un haut lieu du transport, puisque Iveco, et cette belle boîte industrielle est ici et vient d'avoir des marchés internationaux extraordinaires et va avoir la chance de créer des emplois. Donc c'est important. Olivier est parti relire son intervention devant le Premier ministre. Moi, je lui suis absolument indifférente, c'est-à-dire qu'il me voit souvent, mais il a peur du Premier ministre apparemment davantage. Je trouve que c'est pas juste, vous lui direz. Mais je lui dis aussi que je suis désolée, mais est-ce qu'il est revenu? Ah non, il est là. Bonjour Olivier. Je retire tout ce que j'ai dit. Mais c'est vrai, Olivier, que tu auras une petite déception parce que le transport par montgolfière ne fait pas partie des modes de transport qui sont à l'intérieur de la loi. Et c'est pour ça que je ne suis pas venue la semaine dernière. Mais si j'ai choisi le sujet du transport sur Annonay, c'est parce qu'à partir de cette compétence du transport, on peut entrer directement dans le débat de cette table ronde. La réforme territoriale que j'ai l'honneur de porter au nom du gouvernement est une réforme qui vise d'abord et avant tout à améliorer la vie de nos concitoyens. Il faut que nous soyons très attentifs, nous, gouvernement, parlementaires élus, ou syndicats, de ne pas en faire un sujet fermé. C'est un sujet ouvert, il s'agit d'améliorer la vie de nos concitoyens. Nous avons besoin tous dans notre vie d'être accompagnés par les collectivités locales et nous avons besoin des petites villes de France. La France, comme les citoyens de France, ont besoin de leurs petites villes. Et nous partageons ensemble cette ambition d'agir pour que le jeune apprenti, la femme seule avec enfant, la personne âgée, l'entrepreneur, l'ouvrier qui gagne peu, trouve accompagnement avec ce service public si cher au modèle français. C'est vrai qu'un des intervenants qui est absent, mais qu'on verra via ces diapositives, disait que l'ouvrier qui gagne à temps partiel 900 € par mois n'est pas intéressé par la fusion des régions, c'est sans doute vrai, mais je pense qu'il sera intéressé par la répartition des compétences et par le qui fait quoi sur lequel je reviendrai. Parce que, mesdames et messieurs les maires de petites villes de France et élus municipaux et responsables des services, il y a un avenir, bien évidemment. J'ai bien entendu la résolution et je dois dire que je partage beaucoup des paragraphes qui ont été lus tout à l'heure par le nouveau secrétaire général. C'est vrai qu'il y a un avenir en dehors des métropoles. Et avec nos projets de loi actuellement en discussion au Conseil d'État, nous voulons agir à deux niveaux importants pour l'avenir des Français. D'abord, nous sommes dans le XXIe siècle et nous voulons que nos régions soient des locomotives puissantes, Martin Malvy, en matière d'emploi,
parce que c'est l'objectif numéro 1 et c'est ce que nous demandent tous nos concitoyens. Et c'est aussi important pour nous que les régions portent l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation, la transition écologique, le numérique, le haut débit, tous sujets qui font actuellement débat, mais surtout envie et besoin en termes d'action publique sur nos territoires. La carte de région des régions, elle date de 1956, il fallait la revisiter. Je ne rentre pas dans le débat, mais quand je vais en Franche-Comté-Bourgogne et que je vois que grâce à ce dossier, les deux CHU se parlent et mettent en commun les moyens déjà, bien sûr, de soins, mais aussi de recherche, je pense que nous avons raison de provoquer ce débat, même si nous ne sommes pas tous d'accord sur la meilleure carte possible des régions de France, mais le Premier ministre, après ce qu'a dit le Président de la République, il reviendra sans doute. Nous voulons agir au niveau des bassins de vie des Français. Parce que l'essentiel est que le Français, qui parfois se sent abandonné ici ou là, doit savoir qu'à quelques kilomètres de lui, il y a une offre de services publics. Et aujourd'hui, vous avez raison, c'est inégal. Si on regarde l'école, le travail, les loisirs, la maison de retraite, tout ça, c'est le bassin de vie. Et ce bassin de vie traverse des frontières communales, des frontières départementales, parfois même des frontières régionales. Dans 5 jours, donc, au Conseil des ministres, je vais présenter la deuxième étape de la nouvelle organisation territoriale de notre République, qui s'appelle le projet de loi Notre France, pour d'abord clarifier le qui fait quoi, ensuite... Et je sais que ça fait débat, supprimer la clause de compétence générale aux régions et aux départements, alors que c'était un des engagements du Président de la République que de la rétablir. On y viendra sans doute dans le débat, je ne vais pas plus loin. C'est une façon de répondre au qui fait quoi. Le renforcement des régions, avec les compétences que j'ai commencé à décrire, auxquelles s'ajoutent le transport et les collèges. Là aussi, je sais que ça fait débat et je n'oublie pas que Martin Malvy a abordé déjà ces sujets et en tant que président de l'Association des petites villes devant le Premier ministre, mais aussi la rationalisation des syndicats techniques. Nous avons en France 13 408 syndicats techniques, une dépense de 17 milliards d'euros, des frais de fonctionnement de 9 milliards d'euros. Et là, je veux faire attention à ne pas rentrer dans le populisme ambiant. Ce ne sont pas les élus qui coûtent, parce que si je regarde simplement les syndicats en question, les élus, c'est 80 millions d'euros, c'est rien. Donc il faut arrêter de montrer la rationalisation comme la fin des élus, parce que j'ai besoin des élus de France comme tous les citoyens de France. Donc, syndicats techniques et renforcement de l'intercommunalité. Dans votre résolution, c'est très clair. Nous devons développer la solidarité territoriale. Et si on veut augmenter les seuils de bassins jusqu'à l'échelle des bassins de vie, c'est parce que la solidarité s'exerce mieux sur les territoires intercommunaux que par la péréquation, même si j'ai entendu aussi la résolution révolutionnaire, bien évidemment, des petites villes de France. Et sur ce que vous avez dit, sur la péréquation, nous vous suivrons. On continuera, n'est-ce pas, Frédéric, à l'Assemblée nationale, elle est une force tellement impérieuse qu'on ne peut pas s'y opposer. Nous continuerons de façon assez transpartisane à augmenter le FPIC parce que c'est juste. Et quand c'est juste, il faut continuer à le faire. Donc nous allons monter la marge telle que prévue. Une attention particulière sera portée aussi à nos agents. Je viens de rencontrer les syndicats ce matin longuement. Ils sont très inquiets de tout cela. Le seul message qu'on leur délivre, c'est d'abord qu'ils sont les porteurs de les valeurs républicaines de la France. Il faut savoir le redire aux côtés de leurs élus, mais aussi que je m'engagerai dans la loi, et j'espère qu'elle sera votée ainsi, chaque agent qui changera d'employeur, parce que ça peut arriver, sera assuré d'une chose, c'est qu'il ne perdra rien en termes de rémunération, de régime indemnitaire ou de carrière. Vous avez réagi à la proposition d'élargir les intercommunalités à 20 000 habitants. Alors là, je dis, cher Frédéric Massat, représentante des élus de montagne, cher Martin Malvy, nous prendrons en compte la densité démographique. Parce qu'on ne peut pas agir sur les zones denses comme sur les zones non denses. Donc les préfets auront une feuille de route, mais bien évidemment, 20 000 habitants, il faut être raisonnable. Dans les milieux très ruraux ou montagneux, ce ne sera pas la même chose que dans les villes. Donc ce sera, je ne peux pas dire à la diligence des préfets, mais en concertation et pour suivre encore la résolution, en concertation avec les élus. C'est-à-dire qu'il y aura une vraie discussion entre le préfet et les élus de France. Ce sont nos habitants qui seront gagnants à cette intercommunalité, puisqu'il y aura plus de services. Les syndicats inquiets reconnaissaient quand même avec nous que, par exemple, les services à la petite enfance dans la plupart des communes de France, autour des petites villes,
n'aurait pas pu voir naître des services aussi performants s'il n'y avait pas eu d'intercommunalité autour de nos petites villes. Donc mieux faire, être plus clair sur le qui fait quoi, ce sera donc l'objet de la loi. Mais, et c'est l'objet de notre table ronde, il faut sortir d'une vision, alors je ne veux pas dire qu'elle est dépassée, parce que ce serait humiliant, mais une vision que nous portons, moi-même, ancienne maire de Morlaix, sans doute aussi, entre les métropoles et les autres. C'est vrai que nous avons besoin des métropoles. C'est vrai que dans le premier texte, nous avons dit aux métropoles qu'elles avaient des compétences, qu'on les reconnaissait, qu'elles avaient un rôle pour créer de la valeur ajoutée, du PIB, oui, mais qu'elles avaient aussi des responsabilités. Moi, je suis satisfaite que la métropole rennaise, par exemple, accueille les enfants de Morlaix dans l'enseignement supérieur. C'est une nécessité absolue. En revanche, nous ne voulons pas faire des métropoles stratégie de Lisbonne, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles on entasse et les habitants et les moyens, et puis on les met en concurrence les unes contre les autres, et tant pis pour celui qui perd ou celui qui gagne, un peu ce qui s'est passé entre Barcelone et Madrid. Donc nous ne voulons pas ce chemin-là. Entre les métropoles, il y a des territoires, ils sont nécessaires à la France. Il n'y aura pas de redressement de la France si on ne prend pas tous les territoires de France. Et bien évidemment, dans ce concert-là, les petites villes sont le maillon essentiel, parce que c'est elles qui font relais entre la métropole et la région, et puis le citoyen de la commune rurale la plus éloignée des services. Donc j'entends bien écrire que les petites villes, les petites communes sont essentielles à notre développement. Et je voudrais saluer particulièrement les représentants des maires des petites villes, qui sont souvent majoritaires dans les couronnes des métropoles. Et ça, on l'oublie, on les oublie. Alors que, malheureusement, un élu UMP me le rappelait tout à l'heure, les grandes villes ont parfois eu l'habitude de, disait-il, et je le cite, larguer leurs problèmes sur les petites villes de la périphérie. Donc nous avons à prendre en compte les deux situations, petites villes dans les intercommunalités rurales ou éloignées des métropoles, et celles qui sont autour. Enfin, et je vais vite, dans cette réforme, nous voulons de la solidarité. Nous avons entendu le message d'abandon. Je l'ai dit pour la péréquation tout à l'heure, nous allons la faire et continuer à la faire. Moi, je veux adapter aussi la fiscalité à la solidarité. Je pense que la péréquation verticale est insuffisante. Du coup, nous sommes obligés d'ajouter des tranches à chaque fois à la péréquation horizontale. Il faut qu'en même temps qu'on réécrive les compétences de chacun de façon claire et précise, on réécrive aussi la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire comment je peux assurer aux villes, aux petites villes, mais aussi à leurs intercommunalités, que nous allons être justes dès la dotation globale de fonctionnement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On ne prend pas en compte, par exemple, la protection des mètres carrés agricoles, les périmètres de captage, les NDS, les Natura 2000, enfin toutes ces zones indispensables à la vie, parce que nous aurons des problèmes d'indépendance alimentaire au-delà de 2030. Donc j'ai à accompagner cette réforme sur les compétences, une réforme sur les dotations de l'État. Je sais, elle baisse. Elle ne baisse pas de 10%, comme on disait ce matin avec les syndicats, elle baisse de quelques points de pourcentage des recettes réelles de fonctionnement, mais nous allons, je pense, y remédier autant que faire se peut par justement une solidarité. Je veux dire un autre point, parce que je vais vite, je sais que j'ai dépassé le temps, simplement concernant aussi tout ce qui anime le lien entre la région et les petites villes de France. Nous allons donner une compétence forte aux régions sur ce secteur. Mais c'est vrai qu'il faut que nous fassions attention aussi à émettre des conditionnalités. Par exemple, arrêter le dumping à l'intérieur du territoire français. Quand une entreprise déménage avec l'aide de l'argent public, elle ne crée pas de valeur ajoutée ou de PIB supplémentaire. Elle en enlève quelque part pour en mettre ailleurs. Et ça, nous devons faire attention, nous devons sortir du dumping, nous serons très précis sur les conditionnalités des aides en termes d'emploi, en termes d'investissement, en termes de développement, en termes d'absence de délocalisation, etc. Mais aussi, et pour conclure, moi je tiens à vous remercier. D'abord parce que vous donnez du temps, non seulement à vos villes, mais à votre association. Je sais que beaucoup de vos concitoyens pensent que vous êtes aujourd'hui en vacances à Annonay. Donc il faut faire une photo à l'intérieur du théâtre pour montrer que vous êtes en train de travailler par atelier. Vous donnez du temps pour vos citoyens. La plupart d'entre vous ont une très faible indemnité. Moi, j'ai besoin de redire et de redire encore que la quasi-chasse aux élus de France est une erreur fondamentale. Nous avons besoin de relais d'action publique. Nos agents publics ont besoin de travailler avec des élus de qualité. Moi, je vous remercie d'avoir choisi ce mandat. Ne changez pas, battez-vous, j'allais dire, dites-moi ce qui ne va pas,
j'allais dire engueulez-moi, mais je n'ai pas le droit. Dites bien les choses, demandez de la solidarité, mais soyez fiers de la France. Parce qu'en France, grâce aux élus, qui sont nombreux, c'est vrai, eh bien, nos citoyens ont des relais d'action publique qui font qu'on se porte mieux qu'ailleurs en termes de solidarité et que je suis persuadée qu'avec cette loi de clarification des compétences, le pays va se redresser grâce aux régions et aux métropoles, mais aussi grâce à vous.